Voilà, on est en direct. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Bonsoir Bonjour. à Bernard, bonsoir à nos intervenants. On va présenter là tout de suite. Bonsoir Bernard. donc à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir pour notre webinaire Vous Kiné. Cela sera sur la situation des kinés pendant cette période. Donc on accueille ce soir les deux représentants des principaux syndicats de kinés qui sont Michael Mulon, président du SNMKR. Michael, si tu peux lever la main, voilà. Dire bonjour à l'assistance. Dire bonjour. Welcome. Et monsieur Thomas Pratt, qui est le secrétaire général de la FFMKR, chargé de la vie conventionnelle. Donc bonsoir messieurs et merci d'être présents. Comme animateur, on aura ce soir Frédéric Zemouda et moi-même. Bonsoir Fred, je vais te laisser la parole Fred pour que tu nous dises un petit peu, que tu nous donnes les consignes par rapport à ce webinaire. Ouais, c'est super ça. Alors, on utilise un outil qui s'appelle Webinar Jam, qui est un outil de communication en ligne qui est très efficace, sauf qu'il doit fonctionner uniquement sur Google Chrome. C'est quand même mieux, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Il n'y aura pas d'interruption et vous aurez le son et l'image, ça sera beaucoup mieux, et d'être plutôt en connexion filaire qu'en connexion Wi-Fi pour bénéficier de la bande passante. On sait tous que en confinement, tout le monde utilise plus ou moins bien Internet, mais en tout cas on l'utilise, et donc il peut y avoir des petites interruptions, mais normalement ça devrait bien se faire. Alors ce soir, c'est les syndicats, c'est notre première session, et on est ravis d'accueillir les représentants de la profession qui vont nous éclairer sur exactement la situation actuelle, avec les connaissances. Il y a plein de choses apparemment qui vont bouger dans un avenir proche, et ça c'est plutôt bien, mais ils vont nous donner leurs actions, leur façon de faire, et surtout nous rassurer aussi sur notre situation. Alors vous aurez évidemment toutes et tous la possibilité de poser des questions sur le chat qui est à votre droite, évidemment, et on va essayer d'y répondre au maximum, de les poser au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à les poser. Voilà. Et donc peut-être commencer par poser le décor, camper le décor, si vous voulez bien, que chaque représentant nous explique quelle est la situation selon son syndicat, selon sa vision. Et là, je suis quand même content qu'on ait pu réunir deux syndicats, parce que c'est vraiment l'union qui fera la force. Et j'imagine que c'est aussi rassurant pour tout le monde. Oui, tu vois, Oui, Emmanuel, super de voir les syndicats qu'on dit. Alors peut-être on commence l'un des deux, mais ne vous vexez pas si on commence par l'un des deux, hein, c'est parce que l'autre va parler aussi. Peut-être Michael, tu veux commencer par nous expliquer un petit peu, camper le décor, quelle est la situation pour les kinés? Wow. Ouais, je peux essayer. Mais après, la situation est vaste. Après, je pense que globalement, tout le monde la connaît, hein. On a une situation qui est très compliquée. On est sur une situation de crise sanitaire majeure en France avec le Covid-19, avec une situation qui est un peu différente pour les kinés salariés et les kinés libéraux. Vraiment des problématiques qui sont différentes, des problématiques d'abord qui sont des problématiques sanitaires. Sanitaires, ça veut dire que il y a un problème de protection des patients et de protection des kinésithérapeutes. Là, on est des acteurs, des professionnels de santé à plein. C'est à nous de faire le job. Il faut savoir que sur les territoires, on a une structure qui est importante. Là, juste avant, j'étais dans une réunion avec les unions régionales des professionnels de santé, les URPS, pour les kinésithérapeutes, et leur job, c'est de gérer la crise sanitaire avec les agences régionales de santé, qui sont des structures externalisées du ministère de la Santé, agence régionale de santé qui répercute régionalement les consignes du ministère de la Santé, et en plus qui les adapte au contexte local. Donc les ARS sont des structures sur lesquelles on s'appuie tous les jours pour travailler dans ce contexte de crise sanitaire, et les URPS, qui sont des émanations des syndicats, sont là pour faire le lien avec les ARS, donc un très bon interlocuteur local. Ok. Donc, tu es en train de nous dire que la communication est très très étroite avec le ministère et les organismes sociaux. Alors, au niveau national, sur les syndicats professionnels, nous, on travaille avec le ministère et l'assurance maladie, mais tous les jours, en fait. Moi, je les ai au téléphone, par mail,
de façon quotidienne, pluriquotidienne même. Et après, en local, il y a vraiment l'agence régionale de santé et qui est le relais territorial avec les unions régionales des professionnels de santé pour les kinés qui sont là pour faire le relais. Oui. Thomas, j'imagine que c'est dans la même situation. Oui, oui, complètement, hein. Mickaël a bien résumé la situation, hein. Là, il faut bien comprendre que les kinés salariés sont en première ligne dans les centres de réanimation pour s'occuper des patients qui y sont actuellement, ensuite en SSR. Et il y aura une autre phase où les kinés libéraux seront plus sollicités qu'actuellement pour prendre en charge ces patients qui arriveront sûrement en masse ensuite et dont il faudra les remettre sur le coup. Donc là, pour les libéraux, c'est un peu en attente, un petit peu. Thomas, Ça va- est-ce qu'on peut, la question première qui arrive, pardon Bernard, j'anticipe sur une question, Vas-y, Fred. hein, c'est le fait de savoir. Ah, non, Mickaël a quitté la room. Non, Mickaël est toujours là. Ah non, Non, tout va bien. C'est des flux. Alors, la question que je te pose, c'est, on a été obligé de fermer nos cabinets. Quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le cabinet, oui ou non? Alors, Prodiguer des soins, en tout cas. le Conseil national de l'ordre a recommandé la fermeture des cabinets. Donc, ils ont créé du droit souple qui n'oblige pas à la fermeture, mais la recommande. Donc, c'est pas une obligation de fermer le cabinet. On peut éventuellement recevoir des patients au cabinet sous respect des mesures barrières strictes. Il faut savoir que l'ordre a quand même bien cadré les choses en rappelant que si on a une obligation de moyens pour les soins, on a une obligation de résultat pour ce qui est des mesures d'hygiène. Donc, il faut absolument avoir les capacités de respecter les mesures d'hygiène. Donc, selon le CNO, il est préférable de prendre les patients à domicile. Et dans tous les cas, c'est que pour les patients urgents et non reportables, les soins urgents et non reportables. On peut définir la notion d'urgence ou pas? Alors, la notion d'urgence a été définie par le CMK qui a fait Mickaël, tu es là? Oui. Ah, on a Vous perdu m'entendez ou pas? Oui, on a perdu ton Oui, image, pas c'est de pour ça. souci. D'accord. Excuse-moi, Thomas. Oui, le CMK a fait une publication, donc le Collège de la massokinésithérapie, en rapport justement avec l'acte prioritaire non reportable. Si vous voulez, je vous lis la définition, hein. Oui. Donc, c'est l'acte prioritaire et non reportable en massokinésithérapie est un acte qui, par son absence de réalisation, risque d'entraîner une hospitalisation ou une perte de chance irréversible pour le patient sur sa récupération fonctionnelle définitive et ou sur l'entretien de ses capacités fonctionnelles qui pourrait avoir une incidence sur le pronostic vital ou l'espérance de vie, et cela même si des soins de rééducation étaient réalisés ultérieurement. Le problème, c'est que on ne peut pas définir des pathologies strictement. Le praticien est obligé de lui-même de juger un petit peu de l'urgence et de non reportable. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, on n'a pas d'obligation, mais est-ce qu'on doit quand même aller à notre cabinet pour pouvoir prendre des messages, les choses comme ça, ou est-ce que du coup on reste chez nous, quoi? Alors, on est obligé de rester joignable par téléphone. C'est-à-dire que l'on doit être capable de répondre au téléphone pour répondre à une demande. Par exemple, s'il y a une sortie précoce qui est programmée pour libérer des places en SSR, etc., on doit pouvoir répondre au téléphone pour expliquer si c'est possible pour nous ou pas de prendre le patient en charge à domicile, si on a les protections suffisantes ou pas, parce que en fait, le vrai problème est là, en fait, hein. Est-ce qu'on a des masques, est-ce qu'on a des surblouses, est-ce qu'on a du gel hydroalcoolique, etc. Si on n'a pas de quoi appliquer les mesures barrières, de toute façon, on ne pourra pas prendre les patients en soins à domicile de préférence. Je vais juste faire une petite précision parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'arrêt de travail, des choses comme ça. Il faut savoir quand même qu'on a structuré le webinaire en 4 parties. On va d'abord parler du cabinet. Ensuite, on va parler des démarches à effectuer immédiatement, le point sur les cotisations et les finances du cabinet. Donc, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur les questions que vous posez au niveau du chat. Voilà, je ferme la parenthèse. Important. Voilà. Attends, mais pourquoi je ne vois pas... Est-ce que vous voyez Mickaël? Non, il a l'air d'être parti, Mickaël. Non, moi je suis toujours là. Non, t'es toujours là. Bon, là, ouais.
C'est bizarre parce qu'on te voit pas. Est-ce que tu aurais la gentillesse de rafraîchir ta Ouais. fenêtre, s'il te plaît? Voilà, il va revenir. Je vais reposer une question par rapport au cabinet. On voit fleurir un petit peu sur le net des sociétés qui proposent la téléconsultation, des éditeurs de logiciels notamment. Est-ce que c'est des actes qui sont payés, qui seront payés? Est-ce qu'ils seront cotés comme des actes normaux? Est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus? Alors, c'est la téléconsultation qui est en cours. Le décret devrait sortir très prochainement. Donc, pour l'instant, actuellement, c'est pas possible on peut faire de la téléconsultation, mais c'est complètement bénévole en fait. Il n'y a pas de cadre. Donc, si on fait de la téléconsultation, c'est de bonnes œuvres. Mais là, bientôt, ça va être possible. Le décret va sortir. Donc là, il y aura Super, merci. une cotation spécifique à la téléconsultation, c'est-à-dire que ce ne sera pas la cotation classique des actes, a priori, puisque clairement, la CNAM veut tracer l'acte de téléconsultation. Donc, ce sera une cotation légèrement différente. Donc, on en est là des discussions, en fait. Donc, on ne sait pas encore exactement quelle sera cette cotation. On a une idée un peu. Mais après, une fois que le décret sera paru, il y aura une cotation spécifique téléconsultation et on pourra facturer les soins en rapport à cette téléconsultation. Alors, je reviens sur une question qui est importante et on laisser la parole à Mickaël peut-être là-dessus, sur le matériel. Le matériel, parce qu'effectivement, on peut aller faire des soins à domicile ou faire les soins, voire en EHPAD, et peut-être que c'est une précision qui sera donnée immédiatement parce que c'est une question qui est prégnante aussi. Mais quid du matériel? Est-ce qu'on a des masques? Est-ce qu'on va avoir des surblouses? Est-ce qu'on va avoir des trucs comme ça? Parce que déjà, il y a une pénurie dans les hôpitaux. Alors, est-ce qu'on est la priorité? Je pense pas. Alors, là, je voudrais compléter un petit peu le propos qui a été amené tout à l'heure par Thomas Pratt et qui est tout à fait pertinent, notamment sur les protocoles post-réanimation. Il faut savoir qu'on travaille actuellement avec la haute autorité de santé pour avoir des décisions, alors, ce qu'on appelle des recommandations rapides, parce qu'on est dans le cadre de l'urgence, pas des recommandations classiques qui mettent 6 mois, pour mettre en place des protocoles post-réanimation pour que les kinésithérapeutes de ville puissent prendre en charge ces patients-là au mieux sur le terrain dès leur sortie de réanimation. Parce que là, il va y avoir quand même une grosse demande. Tous les patients qui sont en réanimation vont avoir besoin d'être pris en charge en suivant. Pour la problématique des soins prioritaires, je suis tout à fait d'accord avec Thomas, on doit se baser sur la définition qui a été mise en place par le Collège de la massokinésithérapie. L'obligation légale pour nous, elle est quand même aussi la continuité des soins. Le droit souple, c'est une chose. La continuité des soins, c'est une obligation qui est dans la loi. Donc, on a une obligation légale de mettre en place la continuité des soins pour nos patients, ce qui est quand même assez compliqué aujourd'hui. Pour le problème des masques, il y a eu un décret qui est paru, qui est reparu, qui est reparu, avec des consignes importantes, puisqu'en effet, on doit aller chercher ces masques. Nous avons droit à 6 masques par semaine dans les pharmacies. Aujourd'hui, la problématique, elle est surtout pour les masques et notamment pour les kinés qui font de la kiné respiratoire, puisqu'il y a une obligation de masque. Les recommandations qui sont sorties sont sur les obligations de masques pour la kinésithérapie respiratoire. On a le droit à 6 masques par semaine. Il a été précisé pour les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes que nous avons droit à avoir des masques et que il n'y a pas une hiérarchie de fourniture des masques. Tout le monde doit avoir des masques. Alors après, dans la mesure où le pharmacien en a, puisqu'il faut aller les chercher en pharmacie avec notre carte de professionnel de santé, la fameuse carte CPS qui est dans nos lecteurs, et une pièce d'identité pour nous identifier. Oui, enfin. Pour le reste, les gants, ça se trouve, des blouses, des surblouses à la rigueur. Mais la problématique aujourd'hui, elle est surtout au niveau matériel sur les masques. Et honnêtement, moi, je vous le dis ce qui est clair et net dans les demandes du ministère, pas de masque, pas de soins. D'accord. Alors, le propos de Valérie corrobore un petit peu ça. Est-ce à dire que les patients algiques et post-chir doivent être laissés pour compte? Alors, c'est ça. C'est la question qui est posée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans la notion d'urgence
de ces postes chirurgicaux et des notions de douleur. C'est ça qui est assez important. Est-ce que la douleur est une notion d'urgence? Est-ce qu'elle peut être évaluée en tant que telle? Alors ça, c'est compliqué. Je pense que là, on est sur du cas par cas. On est sur de l'évaluation patient par patient. Et en effet, il faut évaluer tout ça. Après, par rapport à la pratique en cabinet, aujourd'hui, la pratique en cabinet, elle se fait pas comme elle se faisait avant. Elle se fait pas comme avant la crise sanitaire. La pratique en cabinet, elle est sur des kinés qui sont protégés, des kinés qui ont du matériel, des kinés qui désinfectent les tables, des patients qui ne se croisent pas. C'est-à-dire que là où je prenais 10 patients précédemment, eh ben, j'en aurais peut-être 5 parce que en fait, va y avoir le temps de traitement, le temps de désinfection, il n'y a pas d'ouverture de porte, il n'y a pas de tout ça. Et donc, en fait, ce contexte-là est essentiel. Mais autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit fermer les cabinets, ça veut dire qu'il n'y a plus de cabinets médicaux non plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus aller à la pharmacie chercher du pain. Moi, je trouve que globalement, il y a un civisme quand même. Moi, je vais chercher mon pain à ma boulangerie au coin de chez moi où je vais d'habitude. Sauf que d'habitude, là où on fait la queue dans la pharmacie, dans la boulangerie à la queue leu. On est en plein dedans, au taquet là. Et ben là, il y a une queue, il y a une seule personne dans la boulangerie. Les autres, ils attendent dehors. Tout le monde est à 2 mètres les uns des autres et tout se passe très bien. Et dans nos cabinets, ben, on peut faire exactement la même chose. La désinfection, c'est essentiel. Le patient, il arrive, il lave ses mains ou il désinfecte ses mains avec du gel hydroalcoolique. Le kiné, il est protégé. D'attente dans la salle d'attente, etc., etc. À partir de ce moment-là, toutes les règles barrières sont respectées et on peut prendre en charge le patient. Oui. Une question à vous deux, je ne sais pas qui a l'information, c'est sur le test. Alors, on parle de test virologique et on parle de test sérologique, donc deux choses différentes. Le test, pour ceux, on ne sait jamais, qu'ils ne soient pas informés, qu'ils viennent de débarquer de la Lune. Le test virologique, c'est pour savoir si vous êtes positif au Covid, et test sérologique, si vous avez l'immunité qui est développée. Les professionnels de santé que nous sommes, serons-nous testés virologiquement et sérologiquement, et y aura-t-il une obligation d'être, enfin ça me semble logique d'avoir un bilan sérologique pour pouvoir reprendre le cabinet et savoir que nous on peut être indemne. Qui veut répondre? Je vais laisser en 4 comme ça, c'est beaucoup mieux. Oui. Thomas, Ah bah je sais pas, alors je te laisse répondre. Alors moi j'ai travaillé notamment via l'URPS sur ces problématiques. Les tests sont essentiels. Il y a un point aussi qui est important, c'est les patients qui sont suspects au Covid-19 ne vont pas au cabinet. C'est-à-dire que si tous et qu'ils ont de la fièvre, on les voit pas. On les voit à la rigueur chez eux dans le cadre des soins prioritaires. Mais c'est voilà. Ça, là, par contre, il faut être ferme là-dessus. On est dans les recommandations ministérielles. Sur les tests, en effet, il y a les 2 tests. Il y a les patients qui sont testés parce que, en effet, soit ils sont prioritaires, soit il y a une suspicion majeure, test virologique, où notamment les professionnels de santé, en cas de suspicion, sont prioritaires. Tout le monde n'a pas de test. Il y a plein de gens qui ont des formes légères et on les teste pas, on les met en quarantaine chez eux. Ils restent chez eux 21 jours et si ça s'aggrave pas, on attend que ça passe. Après, pour la ressortie et par rapport aux professionnels de santé, il faut savoir qu'on est prioritaire sur ces tests, comme les patients fragiles. Voilà. Donc ça va venir. Bernard? Oui. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est un peu corroborer ce que vous dites. C'est-à-dire que j'ai Caroline, par exemple, qui dit, moi, je préfère désinfecter mon cabinet et je pense qu'il est beaucoup mieux désinfecté que le fait d'aller chez les patients. Donc voilà, je pense que c'est aussi une bonne chose. Alors, beaucoup de questions sur les EHPAD. Nos amis, il y a Sabine, il y a Christian aussi qui vous pose des questions sur les EHPAD. Apparemment, il semblerait qu'on soit interdit d'entrer dans les EHPAD. Est-ce que c'est interdit ou déconseillé et est-ce qu'on peut y aller quand même? Alors, c'est pas tout à fait interdit. En fait, c'est que la décision revient au directeur et au médecin coordinateur. C'est-à-dire que
le médecin coordinateur et le directeur autorisent ou pas la présence du masseur kinésithérapeute. Donc, ça dépend. Ils peuvent l'autoriser sous condition de ne faire que l'EHPAD, uniquement l'EHPAD dans la journée. Enfin, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. A priori, c'est pas interdit. C'est vraiment sous le directeur et le médecin coordinateur en coordination avec le masseur kinésithérapeute qui prennent la décision. Évidemment, il faut les masques et les protections pour assurer toutes les mesures d'hygiène, puisqu'on sait que si le virus entre dans un EHPAD, c'est une catastrophe. Donc, Il y a une remarque très juste, pardonne-moi Michael, une remarque très juste. C'est vrai que si on demande aux patients de venir au cabinet, il y a une rupture du confinement qui peut être un petit peu embêtante. Est-ce que c'est pertinent comme remarque ou pas? C'est-à-dire qu'on oblige le patient à sortir de chez lui, donc à rompre le confinement d'une certaine manière. Donc voilà, ça sera la réponse. Moi je veux bien répondre, mais je pensais que c'était Thomas qui avait là. Ah non, c'est les deux, c'est collégial. Hein. Ok. Alors, je voulais d'abord répondre sur les EHPAD et après on pourra enchaîner. La première chose, c'est sur les EHPAD. Il faut savoir que là aussi, il y a tout à fait ce qu'a dit Thomas était tout à fait pertinent. Il y a aussi, on a fait des demandes via les URPS aux ARS, savoir si les EHPAD étaient fermés aux kinésithérapeutes. Aujourd'hui, alors c'est région par région. Nous, on l'a fait en Nouvelle-Aquitaine, on l'a fait en Île-de-France, on l'a fait dans les Hauts-de-France, il me semble, et en Occitanie. Les URPS ont eu les réponses des ARS qui ont dit les EHPAD ne sont pas fermés aux kinésithérapeutes. Après, chaque EHPAD, en effet, a une responsabilité propre. Et là, c'est à chacun d'évaluer le besoin des patients, tout en sachant que on a dit que la déambulation n'était pas une priorité et ne faisait pas partie des soins prioritaires. Je pense que autant c'est vrai la première semaine, autant la deuxième semaine, ça commence à devenir compliqué. Moi, je pense à une de mes patientes qui est en EHPAD, qui est obèse, qui avait 7 mètres à peu près de périmètre de marche. Je pense que si on la laisse pendant 4 semaines, 6 semaines dans son fauteuil, eh bien, elle ne marchera plus jamais. Et à part le fauteuil roulant, il y aura plus de possibilités. Donc, on va vers une gravatérisation. Donc là aussi, elle va peut-être pas mourir du Covid parce qu'on n'y sera pas allé et on lui aura pas transmis. Mais par contre, elle va certainement mourir d'autres choses. Je pense que là, c'est quand même pertinent d'évaluer la réalité de chaque patient avec le médecin coordinateur et d'aller discuter. Moi, il y a une EHPAD où on travaille avec plusieurs confrères et consoeurs de façon régulière. Donc, on se contacte, on échange et on va vers le médecin coordinateur pour voir s'il y a des patients à voir. C'est pas la peine que tous les kinés qui vont habituellement dans cette EHPAD y aillent. Là aussi, on s'organise, on se coordonne et on essaye de faire en sorte, à la fois ceux qui ont les protections, ceux qui ont envie d'y aller, mais plutôt qu'il y ait 3 kinés pour 3 patients, qu'il y ait un kiné qui va voir les différents patients et qui respecte toutes les consignes. Par Thomas, rapport au cabinet, pardon. Vas-y. Par rapport au cabinet et par rapport aux ruptures de confinement, là aussi, je pense que on est sur de la problématique individuelle avec du traitement au cas par cas. Moi, j'habite en ville. Globalement, si je sors de chez moi pour prendre ma voiture pour aller à mon cabinet, ce qui m'arrive à peu près tous les jours, je ne croise personne. Je ne vois personne. Je sors de chez moi, j'ai 2 mètres à faire, je rentre dans mon véhicule, je me gare à peu près à 5 mètres du cabinet et j'ai 5 mètres à faire dans la rue où il n'y a personne. Donc, je pense que là, après, ça dépend des situations. Nous sommes d'accord. Okay. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? La situation dans les EHPAD, en fait, c'est là qu'on voit que la notion d'urgence, elle évolue. C'est-à-dire, s'il y a 15 jours, la déambulation n'est absolument pas une urgence, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est ça le souci. Ouais. Et ça peut entraîner des risques de chute majeurs qui vont entraîner des hospitalisations, et ça, c'est à éviter dans cette période. Donc, en fait, l'urgence doit s'évaluer régulièrement, notamment dans les EHPAD. Sujet, Bernard? Oui, donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour par rapport au cabinet. Bien sûr, il y a encore plein de questions. Si je suis en cabinet de groupe, etc. Bon, je pense qu'on reste toujours sur les mêmes bases. Maintenant, on va essayer de passer sur le deuxième thème qui est les démarches.
les démarches qu'il faut faire. Et là, on a beaucoup de questions. Donc, je pense qu'il faut peut-être déjà catégoriser un petit peu entre les kinés qui sont soit malades, soit obligés de rester chez eux parce qu'ils doivent garder les enfants, et les kinés qui ont simplement fermé leur cabinet par civisme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de façon assez claire quelles sont les démarches que l'on doit faire maintenant ou plus tard? Voilà. Et où les trouver? Et vous les trouvez, bien sûr. Michael, tu veux commencer? Avec plaisir. Il y a en effet, il y a deux situations qui sont des situations assez différentes. Il y a la situation, ce qu'on appelle les indemnités journalières, où là, le lien est avec l'assurance maladie. Dans le cadre de l'indemnité journalière, le lien avec l'assurance maladie, il est dans le cas où le professionnel de santé a un diagnostic d'infection à Covid-19 posé cliniquement ou biologiquement. On parlait des tests tout à l'heure, on y revient. Là, on est infecté au Covid-19. On reste à la maison, arrêt maladie. Et dans le cadre de cet arrêt maladie, il y a une indemnité journalière qui est prévue. Ensuite, il y a les professionnels de santé dont le confinement à domicile est recommandé, notamment les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse et les patients porteurs d'une affection de longue durée définie sur la liste des affections de longue durée que nous connaissons bien. Donc là, c'est pareil, on peut être kiné et porteur d'une ALD. Dans ce cas-là, il est recommandé d'être confiné à son domicile, d'arrêter son travail et on a droit à des indemnités journalières. Ensuite, le professionnel de santé dont l'arrêt d'activité est lié à des contraintes de garde d'enfants de moins de 16 ans, là aussi, il y a cette possibilité-là, encore que elle est sous réserve qu'on n'ait pas de solution de garde. Ce qui est normalement pas le cas, puisque les mairies, les écoles sont censés avoir mis des possibilités et des solutions de garde pour les professionnels de santé. Donc là, pareil, en fonction des communes, c'est à chacun d'évaluer sa problématique. Donc là, on est sur du cas par cas aussi, sur les indemnités journalières qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Ensuite... Attends, oui. excuse-moi, il y a des questions qui arrivent sur les indemnités journalières, si tu le permets. C'est Philippe te dit oui, mais les indemnités journalières, pendant combien de temps? Quand les recevra-t-on? Et quid des 800 € d'indemnités journalières à ne pas dépasser pour avoir les 1500 €? Alors. Quand les recevra-t-on? Ça va dépendre des CPAM. Après, normalement, bon, c'est censé être assez rapide. Pour les 800 €, en effet, on ne peut pas cumuler plus de 800 € d'indemnité journalière dans le cadre de l'assurance maladie et la fameuse indemnité de 1500 € dont on parlera après. Il y avait une autre question? Moi, j'aurais voulu juste une petite précision aussi, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de kinés qui sont en couple avec des infirmières, des sages-femmes, des gens comme ça, qui sont donc obligés de travailler et qui souvent travaillent sur des 12 heures, voire des 24 heures, et qui donc ont des jours de repos qui peuvent être de 3 ou 4 jours. C'est quand même considéré comme un travail classique, c'est-à-dire que ces 3 ou 4 jours, les indemnités seront quand même données aux kinés. Oui, il n'y a pas de raison que ce soit considéré comme différemment. Pareil, pour ceux qui télétravaillent, sont considérés comme au travail. Puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui télétravaillent. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on dans cette situation-là, on parle des arrêts de travail. Moi, la question qui se pose et qui est posée par Patrick, par plein d'autres gens, est-ce qu'on a un arrêt de travail automatique du fait du confinement, ou est-ce qu'on doit être arrêté par le médecin pour suspicion, j'entends bien pour une suspicion de Covid, et cet arrêt de travail, c'est la prolongation de ma question, doit-il être prolongé automatiquement ou jusqu'à la fin du confinement? Alors, pour les professionnels qui sont atteints par le coronavirus ou qui doivent respecter une période d'isolement, parce qu'ils ont été en contact rapproché, là, il leur faut un arrêt de travail établi par un médecin et à adresser à l'assurance maladie. Et je pense qu'il faut qu'ils fassent prolonger cet arrêt de travail, oui, par le médecin. Sinon, dans les autres cas, il n'y a pas forcément besoin d'un arrêt de travail.
Non, donc s'il y a une suspicion, sachant qu'on a à peu près 14 à 20 jours de latence entre le moment où on est censé être contaminé, le moment où on a les signes, et après, d'après les experts, on a entre 5 et 24 jours de contagiosité potentielle. Donc ça veut dire que l'arrêt de travail doit couvrir toute cette période. Nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Et là, normalement, les assurances privées doivent prendre aussi le relais en fonction de son contrat. Voilà, c'est toujours pareil. Les assurances privées, vous avez signé un contrat avec et donc il faut se référer au contrat ou les contacter pour voir. Donc, cette première catégorie accident de travail, il n'y a pas de souci, on va chez le médecin et ça Arrêt continue. maladie. Ceux qui ne sont justement arrêt maladie, Arrêt ceux maladie. qui ne sont justement pas dans cette catégorie-là, que doivent-ils faire? Est-ce qu'ils ont des démarches immédiates à faire ou est-ce qu'ils attendent? Alors, c'est automatique. il faut qu'ils se déclarent sur le site déclareamélie.fr et qu'ils fassent la démarche donc, sur ce site internet en fonction de leur cas. Et voilà. Et ça peut être rétroactif. Alors après, jusque quand, je ne sais pas exactement, mais a priori, ça peut être rétroactif à partir du début du confinement, donc à partir du 17 mars. Voilà. Il y a une question qui était posée tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on trouve ces informations? Sur le site amélie.fr, c'est pas mal. On a les informations mises à jour. Il faut savoir que ça évolue au jour le jour. Moi, j'ai fait une remise à jour tout à l'heure. On a eu une notification du ministère à 17 heures. Donc voilà, ça change. Pour les arrêts maladie, il faut savoir que par rapport à ce qu'on a d'habitude, là, il n'y a pas de délai de carence pour les indemnités journalières. Les indemnités journalières seront versées pour la durée de l'arrêt de travail prescrit. Il faut donc voir son médecin prescripteur. Il faut qu'il, lui, peut faire soit la déclaration dématérialisée via Amélie Pro, soit le patient via un courrier postal. D'accord? Pour la deuxième situation, pour les femmes enceintes dans leur 3e trimestre ou les patients, les professionnels de santé en affection de longue durée, là, ils peuvent être aussi placés en arrêt de travail. Il faut faire directement la déclaration, comme l'a très bien dit Thomas, sur le site déclareamélie.fr. Le service médical de l'assurance maladie procède à ce moment-là au contrôle de la situation du demandeur. Pareil, il y a un arrêt de travail. Comment? Pardon. Non, je disais juste que j'avais mis le site sur le chat déclare.amélie.fr. Voilà. Alors sur la rétroactivité, je complète le propos de Thomas, c'est à partir du 13 mars. Parfait. Et pour déclareamélie.fr, pour la problématique de l'arrêt de travail, il y a des contraintes de garde d'enfants. La rétroactivité est à partir du 2 mars. En plus, ça dépend des cas. Alors, il y a beaucoup de questions sur la garde d'enfants aussi, parce qu'il y a plein de confrères qui sont arrêtés à cause de la garde d'enfants, ou ouais, je sais pas si à cause c'est le bon mot. Donc Jean-Alexis qui pose la question sur le site Amélie des gardes d'enfants. Pour les libéraux, il est mentionné qu'elles ne sont pas prises en compte. Est-ce vrai ou un problème de mise à jour du site? C'est comme l'a dit Mickaël, en fait. Normalement, les enfants des professionnels de santé peuvent être gardés par les crèches ou les écoles. En fait, il y a des systèmes de garde qui ont été mis en place. Mais sauf que les masseurs kinésithérapeutes n'ont pas été cités expressément dans le décret, ce qui fait que certaines crèches ou certaines écoles font un peu de zèle et les refusent, alors que normalement, ils peuvent être acceptés. Donc, ça dépend en fait de chaque cas, de chaque école, de chaque endroit, hein. Donc il faut bien. Alors, la suite, parce qu'on a les indemnités journalières liées à Amélie, à la CPAM, mais les contrats, les contrats propres, je pense que tout le monde a souscrit certains contrats de perte d'exploitation, de perte oui, auprès des assurances des mutuelles. Est-ce que il y a des négociations, je sais pas, MACSF, GPM, enfin tous les gros organismes, la Médicale de France, est-ce qu'il y a des négociations pour il n'y ait pas ce délai de carence, parce que la plupart des mutuelles donnent 15 jours de délai de carence sur un arrêt de maladie ou sur un arrêt de travail?
En fait, là, c'est pareil, hein, vous avez signé votre contrat avec votre prévoyance, vous avez choisi votre délai de carence. Vous pouviez choisir 3 jours, 15 jours, 30 jours. Mmh. Donc, pour cette période exceptionnelle, certaines prévoyances ont choisi de réduire ou pas leur délai de carence, mais c'est chaque société fait la même chose. Donc, nous, chez la FFMKR, on essaie avec les partenaires habituels, MACSF, la médicale, etc., on essaie on négocie avec donc les partenaires pour que ça change justement. Donc c'est sur le site de la FFMKR, il y a écrit ce qu'on a réussi à obtenir, mais chaque société Alors, fait comme est-ce elle que veut. pardon, je t'ai interrompu. Juste savoir, les indemnités journalières sont liées à une 2035 effective. Et Quentin nous pose la question, dans le cas où on a commencé une activité en janvier 2020, ou bien pratiquement depuis septembre même 2019, donc à peine le temps de déclarer quoi que ce soit, donc pas de CA en mars-avril 2019, a-t-on le droit à des indemnités journalières? Oui, les indemnités journalières sont pas du tout liées à vos revenus précédents en fait, hein. Mhm. Parce que là, le montant est fixé à 72 € par jour et c'est pas sous condition D'accord. de conditions de revenus précédents ou autres. Du Mmh. moment que vous étiez en activité, Au 1er mars 2020. voilà. Ah, c'était en activité au 1er mars 2020. Voilà, Ouais. comme ça c'est plus C'est clair. pour, Il y a aussi- c'est pour les 1500 € dont on parle. Voilà, là, c'est Euh, différent. Ah, c'est pour oui, l'indemnité de 1500 euros. Ouais. on pourra en parler tout à l'heure. Je voudrais parler du système assurantiel. C'est pareil, hein, nous, avec Adoa GPM, on a négocié qu'il y ait une suppression du délai de carence. Après, il y a d'autres assurances qui le font pour pas rester uniquement dans nos partenaires. Hein. Je sais que Allianz le fait sur certains contrats, mais après, c'est très lié à la fois à l'assureur. Comme ça, on en a dit 3, hein, c'est pour ça. Ouais. C'est très lié à l'assureur, c'est très lié à des spécificités. Ça peut être lié aussi au contrat qu'on a. Voilà, il y a vraiment des relations un peu particulières. Mais en tout cas, chaque organisme fait l'objet d'une négociation et d'un dialogue, en tout cas. Hein, j'imagine qu'ils ne sont pas complètement fermés à ce type de négociation, j'espère. Du côté de la FFMKR, CNMKR, vous avez Bah, après, c'est toujours pareil, hein, si c'est un moyen pour eux aussi de leur faire une publicité positive. Donc, ouais, évidemment, ils sont pas fermés. Après, si ça les met en ruine, je pense qu'ils pourront pas. Mais bien sûr. Alors, bonne question de Sophie. Enfin, je sais pas si c'est une bonne question. En tout cas, c'est une bonne question. Les indemnités journalières, c'est les jours ouvrés ou c'est les jours calendaires? bonne question. Il me semble que c'est les jours ouvrés. Il me semble que c'est Oui. 6 jours par semaine. C'est 6 jours par semaine? Ouais. Je reviens aussi, on a beaucoup de questions sur ces 1500 €. J'anticipe peut-être un petit peu, mais a priori, d'après les comptables des kinés, ils leur disent qu'ils ne peuvent pas recevoir les 1500 € étant donné que les cabinets ne sont pas en fermeture administrative, c'est-à-dire pas obligés de fermer. Donc voilà, qu'en est-il? Alors, en fait, dans le décret, il y a 2 conditions et c'est soit l'une ou soit l'autre. Donc, c'est soit on fait l'objet d'une fermeture administrative ou soit on a baissé son chiffre d'affaires de 50% entre mars 2019 et mars 2020. Donc, Il faut savoir que la fermeture administrative, on n'est pas concerné parce qu'il y a eu un arrêté. Mais en fait, on est concerné par ce sur quoi on a travaillé. C'est notamment le bénéfice annuel imposable qui était lundi inférieur à 40 000 €. Et là, on avait un vrai problème parce que les kinés n'étaient pas concernés. Et par contre, là, on a discuté beaucoup avec le gouvernement et on a travaillé sur le sujet. Et on est passé à un seuil de 60 000 € qui concerne quand même beaucoup plus de kinés. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, je fais plus un BNC supérieur à 60 000 €. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on continue pas à travailler avec le gouvernement. On a déjà réussi à obtenir le passage d'un seuil de 40 000 à 60 000 et on a réussi à obtenir une diminution de recettes sur le mois de mars de 70% à 50%. C'est Ouais. quand même une belle avancée. On rappelle juste à certains que c'est pas 1500 € par jour hein, d'indemnité, c'est par mois. Sinon, moi, Ouais, clairement. je signe le confinement pendant 2 ans. Non, non. Donc, non, c'est une petite précision quand même. Voilà. Ça. Ça va sans dire.
Ok. Peut-être on peut répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, maintenant qu'on en est là sur le sujet, par rapport à la problématique de ceux qui ne travaillaient pas l'année dernière, qui ont commencé en septembre, par exemple les néodiplômés. En fait, il y a un lissage du chiffre d'affaires au prorata temporis. Alors le prorata temporis, c'est-à-dire que vous avez travaillé 4 mois en 2019, on multiplie par 3 pour faire 12 mois, 4 mois fois 12 mois, et on considère que votre chiffre d'affaires annuel de 2019 est ce coefficient multiplicateur par rapport à la réalité de votre BNC. Alors effectivement, il y a la question continue là-dessus, c'est sur les remplaçants. Dans les remplaçants, ils ont un chiffre d'affaires comme les titulaires. C'est la somme des encaissements qu'ils ont fait sur le mois de mars 2019 ou mars 2020. Évidemment, ça correspond absolument pas à leur activité de mars 2019 ou mars 2020, mais malheureusement, c'est la méthode de calcul qui retient. Donc, a priori, pour résumer, vous me dites si je me trompe, c'est 1 500 € au mois de mars indexé sur un éventuel chiffre et un éventuel coefficient, et éventuellement aussi sur avril. Oui. A priori, c'est reparti sur la même base pour indemniser avril, oui. D'accord. Le décret n'est pas encore sorti, mais a priori, c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est pour répondre à la question de tout. On a aussi la question de Frédéric qui dit les 60 000 € de bénéfices c'est sur cette année ou celui de 2019. C'est celui de 2019, je pense. Bien sûr. Voilà. On a répondu si vous à avez question. 60 000 € de bénéfices en mars, ça va. Moi, non, mais ça voulait dire en attendant le prochain BNC. Mais non, c'est bien sûr, évidemment, sur celui de 2019. Voilà. Mais il y en a qui m'ont posé la question, c'est parce qu'en fait, il y avait marqué sur une année close, et est-ce que 2019 était une année close par rapport aux impôts, parce qu'on n'a pas encore fait toutes les déclarations, ou est-ce que c'est 2018, c'est 2019. C'est marqué clairement dans le texte. C'est pareil, une question intéressante de Lynn qui nous dit, est-ce que c'est la base les rétrocessions ou les séances facturées ou effectuées pour quelqu'un qui est assistant? Alors en fait, c'est tous les encaissements que vous avez reçus sur votre compte en mars. Donc toutes les recettes. C'est sur les encaissements et non pas sur les séances faites ou facturées. Non, il n'y a pas de distinction entre les séances effectuées. C'est vraiment ce que vous avez encaissé sur le mois. Donc rétrocession comprise, etc. C'est vrai que c'est une question qui est récurrente, cette question. Il est clair que là, on parle de comptabilité. Donc, on est sur un problème comptable. Donc, il faut voir votre comptabilité. C'est ça qui est parlant. Non, justement, est-ce que la question, c'est ça, est-ce que les comptables, normalement, vont être informés par leur ordre de toutes ces manigances? Les comptables, on va dire. On va dire. Oui, manigance, je sais pas, mais les comptables, oui, sont informés de ça. Enfin, en plus, c'est des, sur le plan comptable, c'est assez simple à réaliser pour un comptable. Okay. Après, avec les logiciels métiers, c'est pas non plus très complexe. Vous avez un mois de mars 2019. Vous savez, vous prenez votre livre des recettes. Globalement, sur les logiciels comptables, vous prenez du 1er mars au 31 mars. Vous savez combien vous avez de recettes. Vous faites la même chose sur 2020 et vous savez combien vous avez de recettes en 2020. D'accord. Il y avait des questions sur le... C'est indexé sur le SNIR, mais on y va. On avance sur les sujets. En fait, la question était, mais on a répondu, le BNC, est-ce qu'on se fixe sur le BNC ou si on se fixe sur le SNIR? Vous avez répondu, on se fixe sur le chiffre d'affaires, c'est des données comptables et non pas des données d'activité. D'un point de vue très pratique, vous à la FFMKR ou SNMKR, si on a besoin de se rassurer et d'avoir le maximum de renseignements, est-ce qu'on a des interlocuteurs proches et à qui on doit s'adresser région par région ou secteur par secteur pour pouvoir avoir ce genre de réponse précise si ça reste encore un petit peu flou dans la tête, ce que je conçois aisément parce que c'est pas intuitif. À qui on doit s'adresser? FFMKR, Thomas? Alors nous, à la FFMKR, on a la chance, on a la maison des kinés qui regroupe donc la FFMKR, une association de gestion agréée, la GACAM, une association d'experts comptables, Ocevia,
donc après de la presse, etc. Donc, ce qui fait qu'on a regroupé sur notre site internet de la FFMKR toutes les informations en rapport avec les aides que l'on peut toucher, etc. Qui sont, on a des salariés donc à la maison des kinés pour chapeauter tout ça, qui sont en lien direct avec les associations de gestion agréées et les experts comptables et qui mettent à jour complètement le site internet. Donc, sur le site internet, toutes les informations sont disponibles et à jour. Vous pouvez, si vous avez des questions, envoyer une question via le formulaire de contact qui est sur le site internet et la question sera adressée à celui qui peut vous répondre et vous aurez une réponse. Vous pouvez aussi contacter, donc on est une fédération, donc un regroupement de syndicats départementaux. Si vous connaissez, vous pouvez aller contacter les syndicats départementaux, les présidents et les bureaux et leur poser des questions. Normalement, ils sont régulièrement informés. Donc, s'ils peuvent vous répondre, ils vous répondront sans problème. Et s'ils ne peuvent pas vous répondre, ils chercheront l'information à qui peut leur répondre. Donc, dans tous les cas, même si on ne vous répond pas immédiatement, on pourra vous apporter une réponse via les salariés de la maison des kinés. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils font un travail extraordinaire en ce moment. Et via aussi tous les présidents, les circulaires qu'on peut... Michael, de ton côté, comment ça se passe? Alors au niveau de la SNMKR, c'est un peu près équivalent, hein. D'abord, on fait des informations régulières via mail, via réseau et sur notre site ou snmkr.fr où on a de l'actualité sur le sujet. On essaye d'avoir les informations les plus à jour possibles qu'on diffuse de façon régulière à nos adhérents et aussi à nos sympathisants. Tous nos cadres ont les informations également. Donc, en département ou en région, on a des présidents de section, on a des délégués régionaux qui répondent aux questions, et in fine, on a le siège du SNMKR qui est à Paris avec. Non, je demande. C'est la question qui a été posée. Non, il n'y a pas de. Non, on répond à tout le monde. Il n'y a pas on ne cherche pas les adhérents, les adhérents. D'ailleurs, j'aimerais apporter une petite précision. À la FFMK, on a créé un groupe Facebook qui regroupe quasiment 15 000 personnes maintenant. En fait, au tout début de l'épidémie, on a eu des problèmes avec notre site internet. Ça ne marchait plus sur Firefox, donc on a eu l'idée de créer un groupe Facebook pour pouvoir diffuser de l'information malgré tout. Après, notre site internet a complètement bugué et puis il est réparé aujourd'hui, heureusement. Et sur le groupe Facebook qui s'appelle Info MK Covid-19, on diffuse de l'information plus largement et c'est de l'information qui est déjà plus vérifiée pour faire un petit peu de tri quand même. Alors nous, on a aussi la même chose, enfin la même chose, c'est pas l'équivalent, mais sur SNMKR, on a sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on diffuse toutes ces informations-là. Vous avez aussi des ressources qui sont intéressantes, hein. On a vu que la FFMKR travaillait avec la GACAM. Nous, on travaille aussi beaucoup avec l'ANGAC, mais toutes vos associations de gestion agréées sont des ressources importantes pour avoir ces informations-là et des informations fiables avec des comptables. Voilà. Les groupes Facebook, c'est bien, mais autant la diffusion d'informations souvent est de qualité, autant les commentaires sont pas toujours équivalents. Alors, juste une petite précision, Catherine. Oui, on a évoqué la téléconsultation au départ et Thomas et Michael nous ont précisé qu'il y a un décret en cours et qu'il y aura une cotation incessamment sous peu et qu'on arrêtera le bénévolat en ligne. Voilà. Peut-être le sujet suivant, voilà, puisqu'on est toujours dans les cotisations, hein, Bernard? Voilà, on va passer au sujet suivant qui sont sur les cotisations, que ce soit URSSAF, Carpinco. Elles ont été reportées donc déjà là au mois de mars pour les gens qui étaient mensualisés. Quid du mois d'avril, si on le sait. Et en général, a priori, ça va être lissé sur les prochains mois. Alors, certains disent d'avril à décembre, d'autres plutôt en fin d'année. Voilà. Qu'en est-il actuellement? Parce que ça va sûrement évoluer. Si vous voulez, je peux répondre pour la Carpinco. Donc, les prélèvements d'avril et de mai sont suspendus et ils sont reportés à novembre et décembre, où d'habitude, il n'y a pas de prélèvement, en fait. Donc, les prélèvements sont suspendus, ils ne sont pas annulés, hein. Faut savoir que les cotisations de Carpinco comme URSSAF sont calculées en fonction de vos revenus, de vos bénéfices.
Et donc, si en 2020, on va effectivement avoir moins de recettes, moins de bénéfices, ce sera nos cotisations en 2021 qui vont fortement diminuer du coup. Mais là, les prélèvements sont suspendus et remis en fin d'année pour la Carpinco. Alors, on précise, oui, que Nathalie a été prélevée le 17 mars, mais en fait, les demandes de prélèvement sont faites bien avant. Donc, en général, les appels à cotisation sont envoyés aux banques 10 jours avant. Donc, ça a été avant que le décret soit promulgué. Donc, on n'a pas pu faire autrement. Ils n'ont pas pu faire autrement que de prélever. Donc, c'est sûr. Alors, en effet, les Il y a une question prélèvements de Sophie aussi. Vas-y, Mickaël. les prélèvements Carpinco sont suspendus depuis le 15 mars. Et il y en avait qui étaient prélevés avant. Moi, par exemple, je suis prélevé au 10 mars. Je suis prélevé au 10 à la Carpinco, donc j'ai été prélevé. Je serai pas prélevé en avril. Juste Alors, pour... Sophie demande, qu'en est-il pour ceux qui sont au semestre, qui sont prélevés au semestre et qui doivent payer au semestre? Alors, je sais que l'appel a été suspendu aussi. Par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il devra être acquitté pour le coup. Je ne sais pas si on devra tout payer à la fin ou alors en septembre. Mais ce prélèvement ou cette échéance a été reportée aussi pour ceux qui payent au semestre. En mai. Donc, en tout cas, c'est pas annulé. Hein. Les cotisations ne sont pas effacées, elles sont reportées. Et au mieux, elles sont reportées et apparemment, elles seront lissées et absorbées sur les restes des. Est-ce qu'il y aura la nécessité de faire une déclaration de corrective, je veux dire. Je cherche le mot. Comme on va avoir un chiffre qui va être un petit peu différent, une déclaration de correction de notre BNC pour que les cotisations soient peut-être diminuées. Des déclarations d'anticipation, je cherche, c'est ça. Alors, pour l'URSSAF et la Carpinco, aujourd'hui, c'est pas la situation. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'URSSAF, mais l'URSSAF, l'échange du 20 mars n'a pas été prélevé. Et pour l'instant, il est toujours dit qu'elle doit être lissée d'avril à décembre. Donc, je pense qu'il va en être de même pour avril et que ça va être lissé de mai à décembre. Après, ça dépend combien de temps ça dure. Si vous voulez des informations à jour, c'est pareil, hein, ursaf.fr et carpinco.com, ça marche. Ce que tu dis, c'est-à-dire par rapport, ça fonctionne par rapport aux impôts qui sont aujourd'hui en prélèvement à la source et on peut actualiser le revenu prévisionnel retenu pour l'année 2020. Donc là aussi, on va sur l'espace personnel des impôts et notre espace personnel sur le site des impôts et on peut réguler pour les impôts. Dans la suite de nos propos, c'est nos emprunts, enfin notre relation avec nos banques et nos leasings. J'ai l'impression quand même que les banques et les organismes de leasing ont fait quelques efforts pour pouvoir reporter les mensualités. Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire? Alors, enfin, moi, je vais parler pour moi. Oui, il faut contacter sa banque pour reporter les échéances si l'on le souhaite. Moi, par exemple, j'étais au Crédit Agricole, j'ai pu le faire assez facilement. La Banque Populaire, Interfimo, enfin, toutes les banques le proposent en fait. Il faut savoir que c'est pas gratuit non plus. C'est-à-dire qu'il y aura des intérêts intercalaires à payer. Et ces échéances sont reportées à la fin de votre crédit. Malheureusement, c'est pas grave. Ils peuvent vous offrir les frais de dossier, etc., mais il y aura toujours des intérêts intercalaires à payer, peut-être. Donc, c'est moins qu'un crédit, donc c'est mieux. Mais il faut contacter sa banque et faire la démarche pour demander le report des échéances, oui. Ça se fait pas. Il y a plusieurs problématiques. D'abord, il y a les prêts professionnels et les prêts privés. Pour les prêts professionnels, aujourd'hui, toutes les banques que je connais le font sans difficulté. Pour les prêts privés, parfois, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, normalement, on doit pouvoir discuter avec sa banque en leur expliquant, quand on est professionnel de santé, que nos prêts soient pro ou privés, on a la même problématique d'absence de rentrée d'argent. Donc là, du coup, c'est négociable. Je suis tout à fait d'accord sur les intérêts intercalaires et les problèmes assurantiels par rapport aux prêts. Tout ça, ça a un coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez des placements financiers, il vaut mieux
qui aujourd'hui rapportent très peu, voilà, sauf si c'est la bourse, c'est encore pire. Mais globalement, si vous avez des fonds en euros et des placements financiers, il vaut mieux peut-être sortir cet argent du placement pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui, plutôt que d'aller décaler un prêt qui va avoir un coût financier non négligeable sur une mensualité à 1400 euros, vous allez avoir entre 300 et 500 euros de dépenses quand même. C'est pas du tout négligeable. Les prêts ne sont pas annulés. Les intérêts intercalaires persistent et l'assurance continue à devoir être payée. Et par contre, en plus, ça vient se rajouter au bout de votre prêt. Donc, Oui. bon, si vous êtes vraiment dans la difficulté, peut-être. Si ça dure longtemps, peut-être. En première intention, et si vous avez de l'épargne, c'est pas sûr que financièrement ce soit très intéressant dans un premier temps. Est-ce que vous pensez, d'un point de vue fiscal et financier, est-ce que c'est intéressant, justement, voilà, c'est la question que j'allais poser, Laurent, c'est est-ce que c'est intéressant de faire le PEG, le prêt garanti d'État? Mais en fait, c'est un calcul à faire individuellement, en fait, parce que le prêt garanti par l'État, il a des intérêts aussi, je sais plus, je l'ai vu de mémoire. 0,25. 0,25 la première année et après on peut l'étaler sur 5 ans. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais ça reste un petit peu. Donc c'est un choix à faire. Faut bien réfléchir, faut faire des calculs, prendre sa calculette et voir ce qui est le plus intéressant. Si décaler son prêt, ça coûte 500 € et faire un prêt garanti par l'État, ça ne coûte que 150 €, alors peut-être que le prêt garanti par l'État, c'est plus intéressant. Faut voir parce que ça, il y a de l'assurance qui doit être adossée obligatoirement, j'imagine. Donc c'est un calcul à faire individuellement et puis bien réfléchir. Ne pas Tout à se. l'heure, on parlait de problématique comptable. La problématique comptable, elle est la même. Là, c'est de la compta pure. L'avantage de la compta, c'est que, en fait, on fait un tableau, on a 2 colonnes, on voit combien ça coûte d'un côté, combien ça coûte de l'autre, et on voit ce qui est le plus intéressant pour nous. Si on ne sait pas faire, on demande à son comptable. Ouais. Ou en l'occurrence, à son banquier. Parce qu'eux, ils savent faire. Oui, ça fait. Bon, en tout état de cause, on peut négocier avec le banquier quoi qu'il arrive. Hein, ça reste quand même une communication possible. Et une autre question, est-ce qu'il faut aussi négocier avec son propriétaire? Est-ce qu'on peut couper directement les versements ou on discute ou voilà qu'il y a une... Alors on ne peut pas couper directement les versements de son loyer avec son propriétaire. Clairement, ça, c'est pas légal parce qu'en plus, il est dit que c'est possible, mais ça doit être une discussion avec son propriétaire. C'est pas très, très facile hein, quand même, hein, parce que le propriétaire, il a peut-être les mêmes problématiques sur le plan financier que le locataire, même s'il est professionnel de santé. Donc après, à voir. Là aussi, on est sur du cas par cas. C'est un peu compliqué d'avoir une réponse un peu générale. Après, peut-être que Thomas, tu veux compléter. Mais... Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bien. Oui, vas-y Bernard. Non, vas-y Fred, pardon. Non, nous avons fait a priori le tour de des questions. Est-ce que nos internautes voudraient... Moi, je peux peut-être rajouter quelque chose. Hein. Je vois par exemple pour les de charges sur le gaz et l'électricité, il y a certaines compagnies qui contactent directement leurs clients. Donc moi, par exemple, j'ai été contacté directement par ma compagnie qui m'a proposé de reporter mes 2 prochaines échéances et il m'a offert 1 mois d'abonnement gratuit sans avoir fait de démarche. Donc pour ceux qui se posent des questions, essayez de les contacter, peut-être qu'ils feront le même genre de démarche. Oui, globalement, ils sont dans l'écoute de ce genre de démarche. On a parlé tout à l'heure du fonds de solidarité financé par l'État et les régions avec l'aide de 1 500 €. Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a une possibilité pour les gens qui sont vraiment dans des situations difficiles, il y a une possibilité d'un soutien complémentaire de la région qui pourrait être octroyé de l'ordre de 2 000 € pour éviter les faillites. Mais ça nécessite d'avoir au moins une personne salariée dans sa structure. Voilà. La première demande doit être faite aux impôts et là, c'est par rapport à la région. Faut contacter la région. Juste aussi par rapport à ça, il faut savoir que 1 500 €, certains disent bon, c'est pas assez, etc. C'est une aide qui est défiscalisée.
Donc c'est important parce que on n'a pas de charge fiscale dessus. Donc là aussi, c'est une aide défiscalisée. 1 500 € défiscalisés, c'est pas 1 500 € fiscalisés. C'est important de le savoir. C'est pas négligeable. Ok. Sabine te demande quel est le fournisseur. C'est Engie, c'est un autre fournisseur de. Alors, c'est Total Direct Energy. D'accord, on ne sait jamais. Donc c'est tout à fait possible de négocier avec son fournisseur. Donc. J'ai même pas eu à négocier. Donc. Peut-être, oui. Alors la question, je voudrais une réponse très très précise. À quand la fin du confinement, s'il vous plaît, merci. Non, mais qu'est-ce que font les syndicats? C'est quand même c'est pas compliqué d'avoir une réponse simple d'un syndicat, non? On ne sait pas encore et on ne sait même pas si le déconfinement ne sera pas progressif ou tout d'un coup. C'est une vraie question qui se pose mais au plus haut niveau. Hein. Alors, le déconfinement va être progressif, clairement. Il va dépendre aussi du nombre de tests qu'on va avoir, parce que pour déconfiner, il faut avoir des tests. Là aussi, la date, je vais te répondre clairement, le plus tôt possible. Non, mais clairement, le plus tôt possible, le plus tôt sera le mieux. Et en effet, il va falloir aussi réfléchir parce que on a confiné, il va falloir réfléchir et mettre en place la sortie de crise progressive, le déconfinement progressif. Et puis, pour ceux qui ont fermé leur cabinet, la réouverture des cabinets progressivement en étant le plus sérieux possible par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, toutes les mesures sanitaires qui sont des mesures nécessaires. J'ai une question par rapport à la défiscalisation. Il y a beaucoup d'internautes qui nous la posent, notamment Sylvie, qui demande si les indemnités journalières sont défiscalisées aussi. Alors moi, on m'a répondu tout à l'heure. Vas-y. Il faut que je retrouve parce que je me souviens plus. Ça rentre dans les gains divers, donc non, c'est pas défiscalisé. D'accord. Sur les 70 €, on va gagner que 22,53 €. Surtout qu'il y a un prélèvement à la source, donc c'est même pas 72 € qu'on touche, parce qu'il y a. Donc, oui, Bruno, on a posé les questions sur la priorité des tests sérologiques. Je pense pas que nous soyons prioritaires, mais on fait partie des professionnels de santé, donc je pense qu'on aura un accès. Vous me dites si je me trompe sur la sérologie. Hein. Probablement. A priori, c'est fait au niveau des ARS et c'est discuté dans ce sens-là, donc je pense que c'est tout à fait juste. Moi, je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans un mois et demi de nouveau pour faire un point sur le possible déconfinement. Hein. En tout cas, en attendant, on va clore ce webinaire si vous êtes d'accord, si vous avez des choses à rajouter. Moi, ce que j'aimerais vous demander, Thomas et Michael, déjà, vous remercier de vous être rendus disponibles ce soir. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Surtout, quels sont comme dit quelqu'un, merci d'avoir répondu à ces questions. On se sent un petit peu moins seul. Alors, je pense que c'est important que vous puissiez rassurer nos confrères sur les démarches et surtout les contacts à prendre. Je vous le fais répéter, mais c'est assez important pour pas qu'ils se sentent seuls justement. Où trouver les bonnes réponses à leurs questions. Thomas et après Michael, si vous voulez bien. Donc moi, comme je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la FFM-KR qui est mis à jour régulièrement. Dès qu'il y a une nouvelle information, il est mis à jour. C'est des informations solides et vérifiées. Je pense que Michael a la même chose de son côté. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à envoyer un mail pour poser une question si on a un doute. Et voilà, je pense qu'on est tous dans la même galère, malheureusement. Et on bénéficie d'un petit peu d'aide. On sait que c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'on aurait si on travaillait, mais c'est toujours ça. Donc après, c'est sûr que la suite ne va pas être facile non plus hein, pour tout le monde. Et normalement, Olivier Véran, dans son courrier du 27 mars, a dit qu'il nous soutiendrait. Donc on va s'arranger pour qu'il tienne ses promesses et qu'il soit largement soutenu. Michael? Alors moi, c'est pareil, hein, au niveau des contacts, le site est une ressource intéressante, le site snmkr.fr. Vous avez à la fois la possibilité d'avoir des informations fiables, vous avez
aussi la possibilité d'envoyer des mails sur contact@snmkr.fr. Vous avez un endroit pour cliquer avec un espace pour envoyer des mails. Vous avez aussi les représentants locaux, départementaux et régionaux du SNMKR dans vos départements et dans vos régions, qui sont des ressources intéressantes pour avoir notamment de l'information nationale, mais aussi de l'information locale. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Les URPS sont une source d'information pertinente et en lien avec les ARS. Et là, je pense que vraiment, c'est intéressant de faire du lien avec les URPS. Tac. Bernard? Oui, non, moi je tenais surtout à vous remercier, vraiment à remercier nos intervenants pour la clarté de leurs propos. Et ce qui fait plaisir, c'est cette union qu'on peut avoir entre ces deux syndicats. Franchement, merci pour ça, parce que c'est pas toujours l'image qu'on peut avoir. Et pour une fois, c'est beau. Voilà. Je tenais à vous dire ça. Donc maintenant, je sais pas, Fred, si tu veux finir ou non, juste une petite précision, il y a beaucoup de questions sur le replay. Oui, il y a un replay qui sera accessible, donc vous pouvez le partager en grand nombre. Et ce replay sera, comme je l'ai marqué en bandeau au-dessus, sera accessible sur le site de Wookiner, au même titre que les autres webinaires que nous allons organiser dans les semaines, enfin dans les jours qui viennent. On va organiser un maximum. Et si en plus si vous avez des volontés particulières d'organiser un webinaire avec nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour pouvoir le faire, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue formel, social, économique, politique, zoologique, astronomique ou ce que vous voulez. Vous pouvez vous rapprocher de nous sans aucun problème pour pouvoir faire cela. Et encore une fois, au nom de Wookiner, on remercie les deux intervenants qui étaient très présents et disponibles. Merci beaucoup. Bernard? Merci à vous aussi. Je vous rappelle donc, pardon, excuse-moi Thomas, vas-y, je finirai après. C'était avec plaisir et puis merci à vous de nous avoir invités aussi. Oui, merci pour ces échanges. Et en effet, on travaille sur ces sujets conjointement. Il n'y a pas vraiment de problématique là de concurrence. On est tous dans les problématiques de crise sanitaire et on essaye de faire au mieux pour faire avancer la profession de kiné et pour qu'on soit représenté à la fois au niveau du ministère de la Santé, à la fois au niveau de l'assurance maladie. On est des kinés, comme la plupart des gens qui nous regardent, et on est là pour faire avancer les choses. Ça nous concerne au premier chef et on essaye de faire au mieux, ensemble. Oui, ça on l'a bien vu, merci, il n'y a pas de souci. Et pour parler des prochains webinaires, déjà ce lundi 6 avril, Fred, on se retrouve avec comme thème la technique Jones, avec ses applications, on aura une démonstration, etc. Et après, le lundi et jeudi, on essaiera régulièrement. D'être présent régulièrement pour vous. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, protégez-vous, éternuez dans le coude. Et on espère bientôt se retrouver dans des un bon dab d'éternuement. Et ça peut être mal pris, il faut faire attention. Mais on se retrouve bientôt et on espère faire des belles conventions ensemble et que les syndicats soient unis. Ça nous rassure. Merci Bernard. Merci à vous et bonne soirée à tous. Bonne soirée, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Je vais couper tranquillement et je vous dis à bientôt. Okay.